для защиты России и нашего народа. L'option de la guerre peut apparaître a priori la plus rapide. But there's only one guaranteed way you can have peace. زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي ومعنوي. They are fighting for the right of self-determination. 13 gone and not forgotten. We got 18 on Mountbatten. نحن مستعدين لأي اشتباك وفي أي لحظة وفي أي وقت. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. Bonjour et bienvenue, je suis Emmanuel Hériard et vous écoutez Récit stratégique, un podcast produit par Images d'ici et d'ailleurs, dédié à l'analyse et à la narration des conflits armés contemporains. Cette première saison se consacre à l'étude de la guerre dite de 66 jours, ayant opposé en 2024 le Hezbollah à Israël dans le cadre de la guerre de soutien à Gaza après l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas en 2023. Un récit stratégique s'appuie non seulement sur le narratif et la connaissance de l'organisation qui a mené ce combat, en l'espèce le Hezbollah, dont j'ai pu rencontrer en septembre 2025 un membre de son état-major militaire. Et afin de mettre en perspective ces propos, plus d'une quinzaine de chercheurs et d'analystes vont aussi intervenir au cours des 14 épisodes que compose ce documentaire. Vous écoutez ici un hors-série autour de ce documentaire, en cela que nous avons décidé de diffuser aussi toutes les interviews in extenso afin de permettre d'aller plus loin, au-delà des coupes essentielles à la réalisation d'un tel projet. Pour parler du Hezbollah et de certaines figures qui ont marqué le mouvement, notamment Anis Nakash et Imad Mournier, je reçois Walid Charara, journaliste libanais et analyste en relations internationales. Bonne écoute. Walid Charara, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au quotidien Al-Akhbar, un quotidien libanais, et vous êtes également, surtout, analyste reconnu sur les relations internationales et auteur d'un livre avec le regretté Frédéric Daumont sur le Hezbollah. En 2006, la dernière édition de ce livre qui avait été réédité au moment de la guerre de 2006. Je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui à distance pour ce podcast donc sur le conflit entre le Hezbollah et Israël en 2023-2024. Et j'ai voulu faire appel à vous pour non seulement votre analyse et vos renseignements sur l'organisation, mais également sur l'approche historique et sur les parcours des uns et des autres, et notamment de certains leaders dont on aborde leaders politiques ou militaires, si on peut faire la distinction pour le Hezbollah. Et j'aimerais débuter cette interview avec vous en évoquant le parcours de quelqu'un qu'on ne peut pas qualifier de fondateur du Hezbollah, mais malgré tout de quelqu'un à mon sens, vous me corrigerez si je me trompe, de primordial dans cette génération qui va fonder le Hezbollah, qui est Anis Nakash. Vous avez raison de dire que Anis n'a pas été et n'a jamais été membre du Hezbollah. Toutefois, Anis a été un compagnon de route de la résistance, d'abord palestinienne au sud du Liban, puisqu'il a rejoint les rangs du Fatah en 1968. Et il sera ensuite un militant très proche de la direction du Fatah, notamment du chef militaire du Fatah, Khalil Wazir, Abu Jihad, et il a joué un rôle très important dans toute cette période qui va s'étaler entre 68 et 80, date où ensuite il va être arrêté en France après avoir essayé de tuer Shahbour Bakhtiar. Mais entre 68 et 80, Anis Nakash va être l'un des militants les plus dynamiques, on va dire comme ça, du Fatah. L'un des militants parmi les premiers militants qui voyaient déjà que avec l'arrivée de la résistance palestinienne au Liban, l'arrivée massive des combattants palestiniens au Liban,
après les massacres de septembre 70 en Jordanie, que l'éventualité d'une agression israélienne à grande échelle contre le Sud-Liban devenait de plus en plus probable. Et c'est pour cela que, très jeune déjà, il allait avec d'autres camarades à lui dans le Sud-Liban, 70, 71, 72, pour inciter à créer des cellules combattantes dans les villages frontaliers en préparation d'une éventuelle attaque israélienne contre le Sud-Liban. À l'époque, la résistance palestinienne était déjà présente au Sud-Liban et menait des actions de guérilla en direction de la Palestine occupée, attaquer des positions militaires ou des colonies situées de l'autre côté de la frontière. Mais Anis aussi voulait que, parmi les habitants du Sud-Liban, se structurent des groupes dont la tâche serait de résister à l'éventualité d'une agression israélienne contre le Sud-Liban au cas où il y aurait une invasion israélienne, ce qui commençait à arriver de plus en plus fréquemment, c'est-à-dire des incursions terrestres limitées, jusqu'à en 78 la première grande invasion israélienne qui va conduire à l'occupation d'une partie du Sud-Liban, de toute une partie du Sud-Liban, ce qui sera appelé ensuite la bande de sécurité. Et Anis, durant cette période, durant sa phase de militantisme au sein du Fatah, va rencontrer les révolutionnaires iraniens. Parce que nombre de révolutionnaires iraniens qui appartenaient à des courants différents. Parmi les révolutionnaires iraniens, il y avait des révolutionnaires islamistes qui se revendiquaient de la ligne de l'imam Khomeini, mais il y avait aussi des militants de gauche, de différents groupes de gauche ou d'extrême gauche iraniens, qui tous avaient des liens avec la résistance palestinienne, des liens qui d'abord étaient le résultat de leur conviction politique, que la bataille contre l'État d'Israël et la bataille contre l'impérialisme américain qui dominait cette région du monde et qui soutenait le régime du Shah était une seule et même bataille, mais aussi parce que beaucoup de ces révolutionnaires ont trouvé chez la résistance palestinienne ce qu'ils cherchaient, c'est-à-dire pouvoir venir se former militairement, organisationnellement. Et Anis va se lier d'amitié avec un groupe de militants révolutionnaires iraniens qui étaient plus d'orientation islamiste. Il avait parmi ses amis proches un militant qui ensuite va jouer un rôle important dans la révolution et qui sera assassiné à Beyrouth, qui s'appelait Mohammed Saleh al-Husseini. Mohammed Saleh al-Husseini, il connaissait très bien aussi l'un des théoriciens de la révolution iranienne, qui a d'ailleurs été candidat aux élections de la présidence de la République après la victoire de la Révolution, qui s'appelait Jalal-Din al-Farsi, et nombre d'autres. Rafiq Dost, qui sera le fondateur des Gardiens de la Révolution, et nombre de ces figures de la Révolution en Iran étaient venus au Liban dans les années 70, s'étaient formés chez la résistance palestinienne. D'autres étaient venus et s'étaient liés et avaient un rôle important au sein du mouvement Amal. D'ailleurs, le principal responsable organisationnel et ensuite militaire du mouvement Amal durant les années 70, c'est un autre révolutionnaire iranien qui s'appelait Mustafa Shamran, que Anis connaissait très bien aussi. Les liens étaient des liens très forts dès l'époque, et Anis va quelque part être l'une des figures de cette génération qui va, avec le développement de la contestation populaire en Iran, et puis la transformation de cette contestation en révolution, va être l'un des éléments qui va travailler concrètement avec les révolutionnaires iraniens, concrètement sur le terrain, pour aider à la victoire de la révolution iranienne, mais aussi ce contact avec les révolutionnaires iraniens, le rôle joué par le courant que représentait l'imam Khomeini dans la contestation populaire, et son action aussi, l'action de Anis sur le terrain au Sud-Liban, va l'amener à reconsidérer sur le plan intellectuel un certain nombre de convictions
notamment les convictions qui étaient liées au rôle que peut jouer l'islam dans la transformation révolutionnaire. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est quelqu'un qui va finir par conclure que l'islam peut être un formidable moteur de la transformation révolutionnaire dans cette région du monde, et que, contrairement à ce que pensait une certaine gauche arabe qui considérait que la religion, sans nécessairement considérer que la religion était l'opium du peuple, mais en tout cas considérer que qu'il fallait séparer le politique du religieux, qu'il ne fallait pas investir le champ religieux et mobiliser les ressources spirituelles et symboliques des populations dans le combat contre les régimes tyranniques au pouvoir ou la domination américaine à l'extérieur. La révolution iranienne a été un démenti, apporté un démenti par la réalité de ces thèses qui considéraient que l'islam ne pouvait pas jouer un rôle central, puisque on peut considérer que ça a été qu'une certaine interprétation de l'islam a joué un rôle très important dans la mobilisation d'une nette majorité d'Iraniens contre le régime du Shah et dans son renversement. Et cette révolution, qui est en réalité la première grande révolution populaire au Moyen-Orient. C'est-à-dire, il y a eu des révolutions ici et ailleurs, des révoltes populaires qui ont été matées dans le sang. Mais toutes les grandes transformations politiques que cette région a connu, bien qu'il y ait eu des organisations populaires de résistance ou des partis politiques qui avaient une certaine popularité, qui ont mené des luttes politiques et sociales. Mais de manière générale, la prise du pouvoir dans l'État se faisait par les coups d'État militaires. La Syrie, par exemple, est un pays qui a connu de nombreux coups d'État militaires, l'Irak aussi, l'Égypte. Alors, c'était des coups d'État qui, au départ, lorsque ces officiers arrivaient au pouvoir, comme par exemple Jamal Abdel Nasser en Égypte, c'était des coups d'État qui étaient soutenus par une nette majorité de la population. Mais ensuite, ça a été des régimes dirigés par les élites militaires qui ont peut-être à un certain moment mené des réformes politiques, sociales et économiques qui étaient favorables aux larges majorités populaires, mais ça n'a pas conduit à la construction de systèmes politiques représentatifs avec des dirigeants élus. La révolution iranienne a ceci de particulier, ça a été la première grande révolution populaire qui a conduit au renversement d'un des pouvoirs les plus tyranniques de cette région du monde, c'est-à-dire le Shah d'Iran. Et il est évident que cet événement, c'est-à-dire le renversement de ce régime par une révolution populaire, a eu un effet de tremblement de terre dont les ondes n'ont pas cessé de se faire ressentir pendant de longues années. Et parmi ces ondes, il y a aussi la structuration et puis l'émergence d'une résistance qui se réclame de la ligne de l'imam Khomeini au sud Liban. Et donc, Anis Naash a été un compagnon de route de toute cette force qui était en train de se structurer. Il a connu, puisque c'était un militant de terrain aussi, il a connu une partie des acteurs qui à un moment appartenaient à la résistance palestinienne ou appartenaient au mouvement Amal, qui étaient tous captés par les événements d'Iran et qui se rapprochaient de plus en plus des thèses de l'imam Khomeini. Il les a connus de près durant sa présence au Liban avant 1980, et beaucoup ensuite, après l'invasion israélienne du Liban en 82 et le départ des forces de l'OLP, vont se retrouver au Hezbollah. Et donc, même Anis, à un moment, a été lui-même, il a à un moment dirigé un camp d'entraînement d'Amour en 1977-78. Et durant cette période, une partie des militants qui vont ensuite jouer un rôle important dans la création de l'aile militaire du Hezbollah se sont retrouvés dans ce camp avec d'autres militants qui venaient d'autres horizons. Et donc, c'est quelqu'un qui a eu des relations très serrées et qui a connu Imad Mourni très jeune. Mais Imad Mourni était bien plus jeune que lui. Anis avait
au moins 12 ou 13 ans de plus que Imad Mourni. Mais il l'a connu très jeune et c'est-à-dire c'est quelqu'un qui l'a remarqué. Je crois qu'il l'a connu en 77 ou 78. Mais ensuite, Anis ira en 80 en France. Il va passer 10 ans en prison. À sa libération, à son arrivée d'avion à Téhéran, il a été accueilli par un groupe de personnes, de ses anciens amis iraniens, et un jeune homme s'est rapproché de lui, un jeune homme qui était plus très jeune, et lui a dit « Est-ce que tu te rappelles de moi ?» Donc Anis lui a dit « Non, pas vraiment. » Il lui a dit « Je suis… » Imad Mourni, tu m'as entraîné en 77-78, et là, il a fait partie du comité d'accueil, et les deux hommes sont restés très, très proches, très amis. Ils se voyaient très souvent en Iran ou au Liban. Et donc, Anis a joué un rôle important durant, d'abord, un rôle sur le terrain, un rôle pratique et actif jusqu'en 1980. Ensuite, il a été en France. Après son retour de France, à partir de 90, il va être en partie basé à Téhéran, mais il continuera à avoir un rôle politique, un rôle de conseiller de la résistance au Liban et de la résistance palestinienne. Il va jouer aussi un rôle important dans la coordination avec la résistance palestinienne, notamment après le déclenchement de la deuxième intifada, parce que Anis a conservé des relations avec un certain nombre des cadres du Fatah, qui étaient rentrés avec Yasser Arafat en 94 après les accords d'Oslo. Alors, l'Iran, le Hezbollah ont rejeté clairement les accords d'Oslo, on considérait même que c'était quelque part une trahison de la cause palestinienne, mais cela n'a pas empêché ni Anis, ni Imad Mourni de maintenir des liens avec certains cadres qui vont s'avérer être des liens utiles à partir lorsque la deuxième intifada se déclenche, parce que ces cadres vont jouer un rôle important dans la création des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, qui était un groupe militaire issu du Fatah, et ils ont même joué un rôle plus Imad Mourni et qu'Anis, parce que Imad Mourni était dans une position de décideur et non pas de conseiller, d'apporter un soutien conséquent à ces brigades des martyrs d'Al-Aqsa, soutien à côté du soutien qui était apporté à d'autres forces de la résistance en Palestine. Et donc, Anis Naash, on peut dire que son parcours, c'est un parcours modèle qui permet de comprendre l'évolution de tout un milieu, de tout un segment des milieux militants issus, on va dire, des rangs de ce qu'on appelait à l'époque, dans le jargon dominant, le mouvement de libération nationale arabe, c'est-à-dire les partis de gauche, les partis nationalistes de gauche, la résistance palestinienne. Une partie de cette génération a évolué vers ce qu'on pourrait appeler l'islamo-nationalisme, c'est-à-dire mener le combat contre l'occupation israélienne ou américaine, l'hégémonie américaine, les régimes en place, en essayant de mobiliser aussi tout le patrimoine islamique et toutes les ressources spirituelles et symboliques l'islam étant un réservoir de symboles et un référent très important pour les larges, pour des pans importants des sociétés de cette région. Cela dit, aussi, ça ne s'arrêtait pas là. Beaucoup pensaient aussi que l'islam pouvait être une source d'inspiration pour penser une alternative politique. Ensuite, il y a eu des débats sur cette question-là, mais en tout cas, Anis appartenait à ce courant-là. Il l'a affirmé dans différents entretiens, dans les livres qu'il a écrits aussi, notamment ses mémoires. C'est quelqu'un qui a été
qui a joué un rôle très important dans le rôle de compagnon de route de la résistance jusqu'au bout. Il est décédé à l'âge de 70 ans. C'était encore quelqu'un de très actif, de très engagé, qui n'avait pas perdu l'enthousiasme et la force de conviction qu'il avait lorsqu'il avait 16 ans et lorsqu'il a rejoint le Fatah. Et donc, vous avez abordé le compagnonnage avec Imad Mournier, sa formation à partir des années 77-78. Est-ce que vous pourriez, alors c'est un personnage malgré tout très secret, même si depuis sa mort on voit ça et là des vidéos ou des témoignages de gens ou des photos de Imad Mournier entraînant des groupes pour des actions en 2006 pour mitrailler des jeeps, dans des réunions avec le Sayed Hassan Nasrallah, vous l'avez dit, à Téhéran, à Damas. Bon, dans sa vie clandestine, mais malgré tout publique aussi, parce qu'il n'était pas un loup solitaire, il était à la tête d'une organisation. Est-ce que vous pourriez raconter ce parcours? On a peu de choses. On a beaucoup de fantasmes israélo-américains à travers des séries. J'ai Aurélie Daher qui intervient aussi dans ce podcast, qui se moque un peu de la façon dont les Américains vont raconter Imad Mournier pour essayer d'en faire une sorte de loup solitaire, etc., etc. Est-ce que vous pourriez nous raconter de manière un peu plus formelle, de manière structurelle, ce que représentait Imad Mournier pour le Hezbollah? Et en arrière-fond de ma question, est-ce qu'il a été quelqu'un qui a compté plus que les autres et à sa mort, la perte a été quelque chose qu'on a encore du mal à évaluer aujourd'hui? Ou bien est-ce qu'il a simplement été finalement un grand chef militaire et politique, mais qu'il a été remplacé facilement entre guillemets parce qu'il avait aussi formé d'autres cadres qui étaient là autour de lui. Est-ce qu'il était quelqu'un de finalement très exceptionnel ou quelqu'un qui était au milieu d'un groupe et qu'il était finalement une des structures, mais pas la structure Il est primordiale? indéniable que c'était quelqu'un de très exceptionnel. Mais cela dit, dans l'action qu'il a mis en œuvre, il a travaillé avec un groupe de personnes qui était aussi un groupe de personnes de très grande qualité du point de vue militaire, organisationnel, et avec lesquels il a pu faire des choses entre guillemets exceptionnelles, je veux dire, d'un point de vue militaire. Parce que je ne sais pas si avec d'autres personnes, il aurait pu faire la même chose, notamment avec l'un des chefs militaires du Hezbollah qui a été tué durant la dernière guerre, la guerre des 66 jours, qui s'appelait Abou al-Fadl al-Karaki, Ali Karaki. C'est-à-dire la première attaque qui va être menée contre le QG militaire israélien à Tyr, le 11 novembre 82, c'est Abou al-Fadl al-Karaki qui va superviser et diriger le martyr Ahmad Asir qui va mener cette opération. Et donc, et qui va jouer un rôle très important. J'ai une question à ce propos. Le Hezbollah va mettre très longtemps à revendiquer cette action. Tout à fait. On peut l'expliquer par plein de raisons. C'est le début, c'est la clandestinité, le Hezbollah n'existe pas en tant que tel. Est-ce qu'à cette époque-là, ces gens-là se revendiquent du Hezbollah ou est-ce qu'ils appartiennent encore à quelque chose qui n'est pas du tout le Hezbollah, qui est quelque chose de pro-iranien, une structure, une métastructure qui est autre chose? Le Hezbollah s'est créé officiellement avec l'appel aux déshérités en 1985. En réalité, il y a eu une conférence à Téhéran en 82, en juin 82, au moment même où l'agression israélienne a eu lieu contre le Liban. Et la décision de créer le Hezbollah a été prise à ce moment-là par un congrès à laquelle
auquel participaient un groupe de militants libanais et originaires du sud Liban, de la Bekaa et différentes régions du pays. Et une partie de ceux qui participaient à cette conférence n'ont pas ensuite rejoint le Hezbollah, ont préservé, gardé leur indépendance, mais on va dire que à ce moment-là, la décision de créer le Hezbollah a été prise et tous ces militants, en tout cas Imad Mourni, Abou Fadl Karaki et d'autres, Fouad Shukr et d'autres, tous ces militants, eux, sont considérés comme membres du Hezbollah. Alors, le Hezbollah était encore un petit groupe, mais c'était déjà... Alors, revenons un peu en arrière sur Imad Mourni. Imad Mourni, c'est aussi quelqu'un dont l'itinéraire est assez emblématique de l'évolution de toute une génération. Imad Mourni est originaire du sud Liban et de la région de Tyr. Il va grandir dans la banlieue sud, à Chiyah. Et au début de son action, alors il appartient à une famille, il appartient à une famille qui est une famille qui a dans ses rangs des religieux. La famille Mourni est une famille qui comptait de prestigieux oulémas dans l'histoire des familles chiites religieuses. C'est une famille qui est très connue. Mais lui, au début de son action politique, c'est quelqu'un qui va être proche au départ d'un groupe de militants de l'extrême gauche libanaise qui se faisait appeler le mouvement socialiste révolutionnaire libanais. C'était un mouvement qui avait mené au début des années 70, à l'époque Imad Mourni n'avait pas encore rejoint ce mouvement, qui avait mené des actions armées contre la Bank of America et d'autres banques au Liban, et qui avait mené un certain nombre d'actions spectaculaires contre les institutions américaines au Liban, qui préconisaient le renversement du pouvoir libanais par la violence révolutionnaire. C'était un mouvement d'inspiration marxiste-léniniste, maoïste, qui ensuite va se scinder, un autre groupe va se créer qui s'appelait le mouvement le parti du peuple révolutionnaire socialiste. Imad Mourni, au départ, va être proche de ce mouvement, mais ce mouvement, le parti du peuple révolutionnaire socialiste, était soutenu par le Fatah. Donc, au départ, il est dans ce mouvement. Ensuite, il fait il avait des liens avec une figure militante du Fatah, une figure. Là, quand je parle de militants qui étaient engagés dans l'action armée. Il va faire la connaissance de Ali Dib, qui était surnommé ici au Liban Khodr Salemi ou Abu Hassan Salemi, qui était un responsable militaire important, un jeune originaire du sud Liban lui aussi, qui en 68, après la bataille de Karam et en Jordanie, va aller. Il avait 12 ans à l'époque, il avait un voisin de 14 ans qui vont fuir leur maison parentale, se rendre en Syrie, se débrouiller pour se rendre en Syrie, et de Syrie aller rejoindre des Palestiniens en Jordanie. Ils rejoindront les lionceaux du Fatah. Ensuite, après les massacres de septembre 70, ils reviennent au Liban avec la résistance palestinienne. Et Khodr Salemi sera un militant très actif. Et c'est aussi au contact de Khodr Salemi que Imad Mourni va avoir des liens importants avec, va se lier avec Khodr, et donc alias Khodr Salemi, Ali Dib, et donc va être lié au Fatah, et ils vont constituer un groupe de Libanais qui faisait partie du Fatah, et il connaîtra à Nice en 77-78. Ensuite, ce petit groupe était chapeauté par un homme qui était proche de Yasser Arafat, une figure palestinienne importante qui avait joué un rôle important dans l'histoire de la résistance palestinienne au Liban, qui s'appelait Raji Najami. Toutes ces personnes aujourd'hui sont décédées, c'est-à-dire on parle de l'histoire, et Raji va lui aussi être fasciné par le dynamisme et l'efficacité de ce jeune militant, et donc il va lui donner de plus en plus de
de prérogatives, de moyens. Et ce petit groupe va avoir un rôle important durant cette phase, notamment vers la fin des années 70. Nous avons la victoire de la révolution iranienne et ensuite il y a ici l'émergence au Liban de figures intellectuelles et politiques qui étaient liées, qui représentaient quelque part ici un peu l'orientation défendue par l'imam Khomeini. Notamment, il y avait un théologien qui a joué un rôle important dans la constitution de la mouvance qui va donner naissance au Hezbollah, c'était le Sayyid Mohammed Hussein Fadlallah. Donc, Imad Mournier va être envoyé par Rajid Najami, lui, et Ali Dib, pour se charger de la protection de Sayyid Mohammed Hussein Fadlallah à la fin des années 70. Et donc, déjà, à partir de cette période, les liens entre Imad Mournier et des militants iraniens commençaient à se développer. Les Iraniens aussi vont très vite le remarquer. Et donc, à partir de 79-80, lui aussi, même un peu avant, il était aussi rentré dans une phase de transformation intellectuelle. Pour lui aussi, l'islam est devenu la principale, le référent pour la lutte contre l'impérialisme, les occupations militaires et les régimes tyranniques. C'est quelqu'un qui va s'emballer pour la ligne représentée par l'imam Khomeini et qui va jouer un rôle important ensuite à partir de 1982, parce que c'est quelqu'un qui va être très engagé dans les combats contre l'invasion israélienne. D'abord, lui et nombre de ses amis et de ses camarades de route vont jouer un rôle important dans la bataille de Khaldé. Lorsque l'armée israélienne arrive aux abords de Beyrouth en 82, ils vont jouer un rôle très important dans la bataille contre l'armée israélienne. D'ailleurs, ils ont été remarqués par des journalistes à l'époque, y compris les journalistes étrangers, qui voient apparaître des nouveaux venus, etc., qui sont un peu différents au point de vue de l'apparence physique et puis de leur manière de faire des autres combattants. Et d'ailleurs, Fouad Shukr a raconté plus tard à quelqu'un qui a révélé ce que Fouad Shukr lui avait raconté après l'assassinat de Fouad Shukr. Il a dit, des journalistes étrangers étaient venus nous voir en disant, vous êtes qui? Il leur a dit, nous sommes des khoménistes. Ils leur ont dit, on n'a jamais entendu parler de vous. Fouad Shukr a répondu en disant, vous allez entendre parler de nous de plus en plus. Et donc, il joue un rôle important dans la défense de Beyrouth face à l'agression israélienne et au siège israélien. Il va jouer un rôle important aussi dans les batailles dans la région, dans la zone de l'aéroport de Beyrouth. Il ira ensuite aussi, lui et beaucoup de ses compagnons, participer à la bataille, parce que l'offensive israélienne, l'armée israélienne encerclait Beyrouth, littéralement, elle encerclait Beyrouth. Elle encerclait Beyrouth à partir du sud de Beyrouth, Khaldé, toute la zone, en passant par les régions est. Notamment, il y avait une ligne de démarcation entre la région de Hayy Salloum et la région de Kfar Shima. Et là-bas, il y a la faculté des sciences de l'université libanaise. Il y a eu une bataille acharnée dans la faculté des sciences. Donc, Imad Mourni était, durant cette période, participé à droite et à gauche aux batailles, jouait un rôle important. Et ensuite, après le départ de la résistance palestinienne de Beyrouth, c'est quelqu'un qui va jouer un rôle important dans la structuration des premiers groupes de résistance et dans les premières actions d'éclat qui vont être menées contre l'occupation israélienne au sud Liban, notamment les opérations kamikazes, dont la première a été l'attaque contre le quartier général israélien à Tyr. Ensuite, il y a eu nombre d'attaques, des attaques de guérilla, c'est-à-dire des embuscades aux
aux patrouilles de l'armée israélienne qui occupaient à l'époque l'intégralité du Liban Sud jusqu'aux abords de Beyrouth. Mais aussi des attaques kamikazes ailleurs contre l'armée israélienne. Son nom va être cité aussi dans d'autres attaques kamikazes qui vont être menées à Beyrouth, notamment contre l'ambassade américaine en avril 83, contre les Marines américains en octobre 83 aussi, une deuxième tentative contre un autre local de l'ambassade américaine en septembre 84. Son nom va être cité à chaque reprise, le détournement de l'avion TWA en mai-juin 85. Et évidemment, son nom a été cité dans toutes les attaques qui étaient menées à droite et à gauche. Ce qui est sûr, c'est que Mohamed Morni va être parmi le noyau dur qui va créer la structure militaire du Hezbollah et qui va ensuite jouer un rôle aussi dans l'évolution de cette structure militaire. Parce qu'au départ, le Hezbollah, c'est un petit groupe politico-militaire qui devient ensuite une résistance qui devient bien plus importante d'un point de vue numérique, du point de vue des moyens aussi. Et c'est quelqu'un qui va jouer un rôle central dans la restructuration de la résistance libanaise après la fin de la guerre civile, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va restructurer la résistance pour se focaliser centralement sur la lutte contre l'occupation israélienne dans la zone qui continue à être occupée après le premier retrait israélien du sud Liban en 85, c'est-à-dire ce qu'on va appeler la bande de sécurité. Il va jouer un rôle très important dans la conduite des opérations militaires durant toute cette période qui va entre 85 et 2000, date du retrait israélien du sud Liban. Il sera en réalité le chef d'état-major militaire avec d'autres responsables qui ont joué un rôle très important aussi durant cette bataille, notamment le martyr Mustafa Badr el-Din et les martyrs dont j'ai cité le nom, Abou Fadl Karaki, Fouad Shakr, Brahim Aqil. Toutes ces figures faisaient partie, en fait, c'était l'état-major de la résistance qui dirigeait la résistance contre l'occupation israélienne. Et donc, la résistance après 90 prend une forme différente parce que les Israéliens, en fait, lorsqu'ils occupaient la bande de sécurité, en réalité, avaient un déploiement assez limité. Ils occupaient le haut des collines, ils avaient certaines positions militaires, mais les terres, c'est-à-dire étaient pris en charge par l'armée supplétive de l'occupation israélienne qui était à l'époque l'armée du Liban Sud. Et donc, la résistance va, durant cette période, mener des actions assez ciblées contre des responsables de l'armée du Liban Sud, mais il y avait toute une politique aussi qui visait à retourner les membres de l'armée du Liban Sud pour en faire des informateurs de la résistance, chose qui va se réaliser dans de très nombreux cas. Et puis mener des actions contre les positions israéliennes et les patrouilles israéliennes. Et à l'époque, c'est-à-dire, on avait déjà assisté à un début de développement des moyens technologiques utilisés, parce que les drones étaient déjà utilisés par les Israéliens, d'un point de vue technologique aussi. À l'époque, l'armée israélienne utilisait une technologie assez avancée, notamment, c'est-à-dire tout le matériel de vision de nuit, les lasers, les systèmes lasers qui étaient comme on dit, présents dans les Mirkava, qui permettaient de voir le mouvement des résistants. Donc, à l'époque, un général israélien avait parlé d'une guerre des cerveaux parce que le Hezbollah avait réussi à de très nombreuses reprises à détourner la supériorité militaire technologique israélienne en trouvant des failles, etc. Et donc,
durant cette phase, notamment entre 90 et 2000, on va assister à une baisse du nombre d'attaques contre l'armée israélienne, mais à des attaques de qualité supérieure, c'est-à-dire il y avait, parce que déjà les Israéliens se déplaçaient moins, donc à chaque fois qu'ils étaient attaqués, c'était des attaques, c'est-à-dire qui leur infligeaient des pertes importantes, mais surtout ces attaques prouvaient que la supériorité technologique israélienne, qui était un facteur clé dans la domination israélienne sur le terrain, devenait de plus en plus relative et qu'elle n'empêchait pas la résistance de frapper l'armée israélienne et de faire des morts et des blessés dans ses rangs. Et c'est sûr que cette évolution qualitative de la résistance a joué un rôle important qui a poussé les dirigeants israéliens en 2000 à décider de se retirer du sud Liban. Et donc, quelque part, Imad Mourni a été l'architecte de cette évolution qualitative dans l'action de la résistance, en plus de tout le travail qui a été fait sur le plan organisationnel, sur le plan aussi du développement d'un appareil de sécurité qui était chargé de protéger la résistance contre les infiltrations et l'action sécuritaire israélo-américaine. Parce qu'il ne faut pas oublier un fait qui aujourd'hui est reconnu par tout le monde, mais qui à l'époque n'était pas visible à tous. C'est que l'action, pas simplement militaire israélienne, mais sécuritaire israélienne, était en réalité une action conjointe, était une action israélo-américaine, et pas qu'israélo-américaine. D'autres services occidentaux, notamment les services britanniques et d'autres, apportaient aussi une aide conséquente à l'action sécuritaire israélienne. Donc, en tout cas, Imad Mourni a joué un rôle très important. L'autre volet important aussi, c'est que Imad Mourni, qui a commencé son action militante dans les rangs de la résistance palestinienne, qui avait des liens solides avec un certain nombre de responsables et de militants palestiniens, et qui était convaincu de la centralité de la cause palestinienne dans la lutte pour l'émancipation de cette région du monde et de ces peuples de l'hégémonie américaine. C'était quelqu'un qui était convaincu que le Hezbollah devait se tenir aux côtés du peuple palestinien et l'aider concrètement, l'aider de manière conséquente et directe dans sa lutte contre l'occupation israélienne. Donc, Imad Mourni va jouer un rôle très important dans le soutien à la deuxième intifada, avec les différents groupes palestiniens. Et je pense que ce rôle joué par Imad Mourni, ainsi que son rôle dans la guerre de 2006, où il a été l'architecte de la victoire, c'est quelque chose qui est aujourd'hui reconnu par les uns et les autres, y compris par les commentateurs israéliens. C'est lui qui va penser cette nouvelle tactique militaire qui consiste à faire une combinaison entre les tunnels et les roquettes, c'est-à-dire qui va creuser des tunnels dans différentes localités du sud Liban, mais qui va aussi développer l'arsenal en roquettes et l'arsenal, plus tard, l'arsenal balistique du Hezbollah, et qui va aussi diriger la bataille militaire en poussant à une sorte de décentralisation sur le front, ce qui va permettre aux différentes villes et villages du sud Liban de se battre dans une situation de quasi-isolement, et qui va surtout entraîner la partie israélienne dans un traquenard, dans Awad Hijr, les entraîner dans un traquenard où ils vont ensuite payer un prix lourd, plusieurs dizaines de chars Merkava détruits et de blindés, en utilisant cette nouvelle arme à l'époque que sont les roquettes. Les roquettes anti-chars. Oui, les roquettes anti-chars. Je vais me rappeler du nom. C'est à toute mémoire, mais ici, c'est un. Je vais me rappeler du nom. Les roquettes anti-chars. Je précise, les roquettes anti-chars plus l'arme de la caméra qui va filmer. Oui, alors l'arme de la caméra, ça c'est un point qui est très important. L'arme de la caméra, c'est une arme qui est utilisée dès le début de son action militaire par le Hezbollah. Dès les débuts.
je peux dire que quasiment toutes les opérations militaires du Hezbollah, peut-être pas l'attaque de novembre 82, je pense qu'il y a des photos qui avaient été prises, je suis pas sûr que ça a été filmé. Par contre, les autres opérations militaires, toutes les autres opérations, depuis 82-83, sont filmées. Emad Mourni était l'un de ceux qui, depuis le départ, ont poussé dans cette direction à utiliser la caméra. Il faut savoir aussi que les gardiens de la révolution en Iran utilisaient déjà la caméra dans les batailles durant la guerre Iran-Irak, et c'est peut-être sur conseil de frères d'armes iraniens qu'il a introduit l'usage de la caméra, mais en tout cas, depuis le début, Cornet, les roquettes anti-char, ce sont les Cornet. Et donc, il a introduit l'usage des Cornet, alors que les Israéliens, 2006, ça a été une catastrophe pour l'armée israélienne. D'ailleurs, l'armée israélienne a reconnu, ils ont fait le rapport Vinograd pour dire qu'ils avaient la faille du renseignement, qu'ils n'avaient pas connaissance de beaucoup d'éléments très importants s'agissant du Hezbollah, de sa stratégie militaire, des moyens dont il disposait, etc., etc. Sur 2006, il y a beaucoup de choses à dire. Emad Mourni avait réussi à infiltrer le réseau d'informateurs locaux de l'armée israélienne. Il avait réussi à capturer, à retourner un nombre d'informateurs pour qu'ensuite ils désinforment leurs officiers traitants israéliens. Donc, les Israéliens ont bombardé des positions, par exemple, au sud du Liban, en imaginant que dans ces positions, il y avait des stocks de roquettes ou d'armes. Et effectivement, des petits stocks ont été laissés pour qu'il y ait des explosions, pour que les Israéliens croient qu'ils ont détruit les stocks d'armement. D'ailleurs, si on se réfère au communiqué de l'armée israélienne du début de la guerre en 2006, l'armée israélienne disait qu'elle avait détruit quasiment la totalité ou 80% des stocks d'armes du Hezbollah, des stocks de roquettes, d'armes, qu'elle avait liquidé une bonne partie des cadres militaires, des unités d'élite, etc. Bon, tout ceci, ça a été aussi le fruit d'une action pensée, organisée par Emad Mourni, qui va infiltrer les réseaux d'informateurs, désinformer les Israéliens, leur faire croire des choses qui n'étaient pas une réalité. Bon, c'était un chef militaire très exceptionnel, comme vous l'avez dit, mais c'est quelqu'un qui a évolué en menant une action collective avec nombre d'autres militants de différentes générations, ses premiers camarades de route, mais aussi d'autres personnes qui se sont joints à la résistance ensuite. Et donc, comme l'avait dit le martyr Saïd Hassan Nasrallah, Emad Mourni a laissé derrière lui des centaines, voire des milliers de Emad Mourni. Et donc, c'est quelqu'un qui a formé des générations, plusieurs générations. Je pense que, cela dit, que nous sommes dans un monde où le rythme du changement, des évolutions, notamment dans le domaine technologique, militaire, est un rythme qui s'est accéléré de manière qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire passée, et que donc, l'alliance israélo-américaine et le complexe militaro-industriel israélo-américain, parce que c'est ainsi qu'il faut parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la relation, notamment la relation de l'armée israélienne et de l'armée américaine, du complexe militaro-industriel américain et du complexe militaro-industriel israélien, les liens sont des liens organiques. Une partie de ceux qui jouent un rôle important dans l'exemple d'innovation technologique, notamment dans le domaine du renseignement, de la guerre électronique et autres, à Silicon Valley, sont des officiers israéliens de l'unité 1200, etc. Donc le lien est organique. Alors oui, effectivement, il se peut qu'il y ait des périodes où il y a des progrès très importants qui sont réalisés, et que ceux d'en face n'aient pas tous les éléments, et donc qu'il y ait des revers, comme ce qui s'est passé durant la guerre des 66 jours. Un point sur la mort d'Imad Mornier, pour clore le sujet, entre guillemets.
Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, ce qui a été dit dès le début, mais ensuite qui a été dit de manière très claire, qui a été mentionné dans des articles, dans des livres, dont le livre de Ronen Bergman sur le Mossad, Lève-toi et tue le premier, Rise and Kill First, et bien d'autres sources écrites ou reportages, ou le film qui a été fait d'ailleurs sur Emad Mourni par une collaboration américano-israélienne. Les États-Unis ont joué un rôle central dans l'identification, la localisation et l'assassinat de Emad Mourni. Les États-Unis, Israël, d'autres services occidentaux probablement, certains services de certains pays de la région arabe aussi. Il n'en reste que Emad Mourni, qui est un homme qui leur a donné, qui a provoqué chez eux plus que de la migraine pendant entre 1982, on va dire, et 2008, pendant 26 ans. Ils ont mis du temps à le trouver. Et c'était quelqu'un qui très souvent leur passait sous le nez. Et donc, c'est-à-dire au contraire, quelque part, même si son assassinat, ça a été un coup dur porté à la résistance, etc., mais comme je l'ai dit, entre le temps où Emad Mourni avait rejoint les rangs de cette résistance et le jour où il a été assassiné, cette résistance est devenue bien plus puissante, avec une base sociale très large, enracinée, un soutien dans le monde arabe et même dans le monde, des capacités militaires, sécuritaires, technologiques, 1000 fois supérieures à ce qu'elle avait à l'époque où ce petit groupe de militants va créer cette résistance. Donc, Emad Mourni a joué un rôle très important dans la genèse, la création, le développement de cette résistance. Donc, il y a eu une coopération israélo-américaine coopération ancienne pour localiser et assassiner Emad Mourni. Plusieurs facteurs ont poussé à une très grande coopération entre ces deux services, la CIA et le Mossad, et d'autres services de pays de la région, notamment le rôle joué par Emad Mourni dans le soutien à la résistance en Palestine et le rôle qu'il aurait joué aussi dans le soutien à des groupes de la résistance irakienne contre l'occupation américaine. Tous ces facteurs ont poussé à ce qu'il y ait une focalisation de ces services sur Emad Mourni et il a été localisé et assassiné à Damas février 2008. Mais, comme je l'ai bien dit, c'est-à-dire le Hezbollah a connu, entre cette période et aujourd'hui, le Hezbollah a continué à se renforcer et à avoir, a connu un développement qualitatif du point de vue de ses moyens et de ses capacités d'action. Certains pensent que, en fait, après la mort de Emad Mourni, il y a eu du laisser-aller et quelque part, ce qui a pu se passer durant la guerre des 66 jours, c'est en partie lié à la disparition d'une personne. Et donc, moi, personnellement, je ne partage pas ce point de vue, c'est-à-dire, oui, c'est vrai, encore une fois, que Emad Mourni était très exceptionnel. Il y a peut-être eu aussi, de la part du Hezbollah, des décisions ou un certain nombre d'orientations qui ont été prises, qui ont eu des conséquences, y compris des conséquences qui expliqueraient les défaillances qui ont eu lieu durant la guerre de 66 jours. Oui, peut-être, mais ce n'est pas, à mon avis, le facteur central. Le facteur central, c'est les capacités technologiques extrêmement avancées
dont les parties américaines et israéliennes ont pu se doter, mais qui, comme chaque progrès technologique, une fois qu'il a été compris, intégré, etc., peut permettre à ceux d'en face de trouver les moyens de le neutraliser, de le contourner, de l'affronter. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, quelque part, le Hezbollah a été surpris par ces attaques. Il a été, pour utiliser le terme, pris en traître, c'est-à-dire la partie israélienne a réussi, grâce à ses progrès technologiques, grâce aussi à ce succès tactique et sécuritaire qui a consisté à pouvoir envoyer les pagers, les beepers, en provoquant un nombre important de blessés, bon, plus limité de morts, mais aussi le fait qu'il y ait eu tout ce travail qui est le fruit d'une coopération, il faut dire les choses telles qu'elles sont, de l'Occident collectif avec Israël. C'est-à-dire, ce ne sont pas les Israéliens seuls qui ont réussi à savoir tout ce qu'ils ont pu savoir sur certaines caches du Hezbollah, certaines positions militaires, à localiser un certain nombre de responsables militaires. Ça a été le fruit d'un travail collectif américain, israélien, britannique et d'autres. Donc oui, le Hezbollah a connu, de ce point de vue-là, un revers. Il a reçu un coup très important. Et le progrès technologique y est pour quelque chose. Des infiltrations aussi. Cela dit, l'objectif principal de ces attaques, c'était de décapiter la résistance armée incarnée par le Hezbollah pour provoquer ensuite sa défaite militaire sur le terrain. Et c'est là où, c'est-à-dire, cette guerre, la guerre qui a suivi les assassinats, a été un échec pour Israël, chose que ne disent pas les médias dominants, ni la plupart des commentateurs. L'objectif de l'armée israélienne, l'objectif déclaré, c'était de mener une offensive qui lui permette d'arriver jusqu'à la rivière Litani et d'éradiquer le Hezbollah militairement. L'armée israélienne n'a pas réussi à avancer plus que 2 kilomètres dans certains lieux. Jusqu'au dernier jour, elle était attaquée. La première ligne défensive du Hezbollah a tenu bon pendant pendant ces quasiment 66 jours. Le Hezbollah a eu un nombre très important de martyrs, 5000 martyrs, mais ils sont à très nombreuses reprises, les combattants se sont battus à ciel ouvert, sans couverture aérienne, et ont réussi à stopper l'avancée de l'armée israélienne. À mon avis, ceux qui chantent les louanges de l'armée israélienne devraient méditer ce point. Cette armée, qui a une maîtrise totale du ciel, a été incapable de déloger quelques milliers de combattants, parce qu'attention, ceux qui ont affronté l'armée israélienne, c'est la première ligne de défense du Hezbollah. Ensuite, il y avait une deuxième ligne, une troisième ligne, où des combattants attendaient, ne sont pas venus à la rescousse de la première ligne de combattants. L'armée israélienne a été incapable de déloger ces quelques milliers de combattants qui lui tenaient tête, alors qu'elle avait une supériorité aérienne totale. Elle avait le contrôle total du ciel. Si j'étais un analyste militaire objectif, je me poserais des questions sur la qualité militaire de l'armée israélienne. Incapable, alors qu'elle a la maîtrise du ciel, d'éradiquer quelques milliers de combattants. C'est-à-dire, en réalité,
ce qui était vrai en 2006 est encore vrai aujourd'hui. L'armée israélienne n'est pas prête à supporter un nombre élevé de soldats tués. Cette vérité reste valide aujourd'hui. La bataille qui s'est déroulée au Sud-Liban est la preuve que cette armée ne peut pas supporter un nombre élevé de combattants, de soldats tués. Alors que le Hezbollah, en 60 jours, a eu, en tout et pour tout, durant tout le début de l'affrontement au Sud-Liban, à partir du 8 novembre 2023, jusqu'au 27 novembre 2024, le Hezbollah a eu environ 5000 martyrs. Je veux dire, le chiffre est approximatif. L'armée israélienne, alors qu'elle a le contrôle du ciel, n'est pas prête à avoir un niveau équivalent ou inférieur de soldats tués. Ça, c'est un fait dont il faut tenir compte. Alors que le Hezbollah, quelque part, même s'il a subi ce revers sur le plan tactique et sécuritaire, a eu une performance militaire remarquable, puisqu'il a réussi, dans ses conséquences extrêmement difficiles, à tenir tête à cette armée qui possède toute cette technologie avancée. Les conclusions devraient être inverses, mais on est, comme vous l'avez souligné, dans la guerre de l'information. On est dans la guerre de l'information. On fait passer des performances militaires pitoyables pour des grandes victoires, etc., etc. Merci d'avoir écouté cet entretien. Retrouvez toutes les autres interviews et bien sûr les 14 épisodes du documentaire. N'hésitez pas à soutenir ce podcast si vous l'avez apprécié en le faisant connaître autour de vous, en laissant un commentaire, notamment sur Apple Podcast, ou en vous abonnant pour aider à son référencement.